Bienvenue sur Écho du Temps, où nous explorons les récits épiques de figures légendaires. Le milieu et la fin du 19e siècle ne furent pas une période faste pour les relations entre le gouvernement des États-Unis et les Amérindiens. Ce fut au contraire une période honteuse, jalonnée de trahisons, de guerres, de traités rompus et de massacres. Alors que le gouvernement confisquait de plus en plus de terres pour ses propres desseins, de nombreux Amérindiens démontrèrent leur volonté de se battre et même de mourir pour préserver leur liberté et leur mode de vie. Certains hommes ont alors endossé le rôle de protecteurs de leur peuple en ces temps de grande détresse. Peu, voire aucun, ne furent plus grands ou plus déterminés que Crazy Horse, le chef Lakota qui combattit et triompha lors de la bataille de Little Bighorn. Mais son chemin fut semé d'épreuves, et son destin, tragique, révéla la complexité d'une ère de profonds bouleversements. Comme pour de nombreuses figures amérindiennes, l'histoire de Crazy Horse, en particulier ses premières années, nous a été transmise par la tradition orale. Heureusement, certains de ses descendants ont partagé les récits de leurs grands ancêtres, nous offrant ainsi un aperçu précieux de la vie de Crazy Horse du point de vue Lakota. Crazy Horse est né à l'automne 1840, bien que d'autres années aient parfois été citées. Il vivait dans les collines noires du territoire du Dakota, membre de la bande Oglala du peuple Lakota, l'un des groupes qui composent la nation Sioux. Il était le fils de Crazy Horse et de femmes aux couvertures bruissantes. Notre Crazy Horse était en réalité le troisième du nom, car son grand-père s'appelait également Crazy Horse, ou pour lui donner son nom Lakota propre, Tashonke Witko, que l'on pourrait traduire par « son cheval est fou » ou « son cheval est fougueux ». Pour les Lakota, il était courant d'adopter plusieurs noms au cours de leur vie, surtout après un événement marquant. C'est pourquoi notre Crazy Horse fut nommé Chaoha à la naissance, signifiant « au milieu des arbres » ou « dans la nature sauvage ». Enfant, il avait une peau lisse et claire, ainsi que des cheveux bouclés d'un brun clair, ce qui lui valut également le surnom de Curly ou Zezi, signifiant « celui aux cheveux clairs ». S'il voulait devenir le nouveau Crazy Horse, il devrait le mériter, tout comme son père l'avait fait. L'aîné avait obtenu ce nom de son propre père à l'âge de 15 ans, après avoir compté coups et tué son premier guerrier ennemi. À ce moment-là, l'original Crazy Horse transmit son nom à son fils lors d'une cérémonie appelée Hanasha, puis adopta le nouveau nom de « blessure au bison sacré ». Nous venons d'utiliser une expression que vous ne connaissez probablement pas, « compter coup ». Il est important de l'expliquer. Compter coup signifiait toucher la tête d'un ennemi avec un bâton spécial et s'échapper indemne. Pour de nombreux guerriers amérindiens, compter coup sur un ennemi était plus prestigieux que de simplement le tuer, car c'était bien plus dangereux et difficile. L'inverse était également vrai. Se faire compter coup était une humiliation massive pour un guerrier, si bien qu'il se battait férocement, parfois jusqu'à la mort pour l'éviter. Mais revenons à notre Crazy Horse et à la manière dont il gagna le nom de son père. À l'âge de 14 ans, il était temps pour lui d'entamer sa propre Hanasha, une quête de vision qui révélerait son but dans la vie. La Hanasha durait 4 jours, mais il devait la faire une fois par an, pendant 4 années consécutives, avant que son voyage ne soit achevé. Une fois cela accompli, Chaoha accepta son rôle de guerrier et de protecteur de son peuple. C'est en 1858, la même année qu'il termina sa Hanasha, que Chaoha gagna son nouveau nom. Durant l'automne, une bande de guerre Shoshone envahit leurs terres. L'un des guerriers attaqua une jeune femme Lakota qui préparait de la viande de bison près de la rivière Powder. Il la battit à mort avec sa massue, puis chargea après son jeune fils qui s'enfuit, terrifié. Mais Chaoha fut témoin de la scène et passa à l'action. Il galopa rapidement, rattrapant le Shoshone, le frappa par derrière et le tua avec sa massue. Ensuite, il chevaucha seul vers la bande de guerre Shoshone qui, craignant qu'un groupe plus nombreux ne soit pas loin derrière, fit demi-tour et s'enfuit vers leur camp. Mais Chaoha continua la poursuite et même compta coup sur certains des cavaliers les plus lents.
Ce n'est que lorsque les Shoshones atteignirent leur camp qu'ils réalisèrent que Chaoha était seul. Les rôles s'inversèrent alors, et ils se mirent à le poursuivre. Mais le jeune guerrier avait confiance en sa bande. Il savait que suffisamment de temps s'était écoulé pour que le garçon atteigne le camp et alerte les Lakota. Et il avait raison. Alors que les Shoshones franchissaient une crête, poursuivant Chaoha, on raconte que Chaoha tua 3 guerriers ce jour-là. Son père décida donc d'honorer son exploit de la même manière que son propre père l'avait fait pour lui. L'aîné Crazy Horse adopta le nouveau nom de Waglula, qui signifiait « vert », et à partir de ce jour, Chaoha devint Crazy Horse. Au cours des années 1860, les relations entre les tribus des Grandes Plaines et le gouvernement des États-Unis dégénérèrent en guerre. Face aux dangers et à la puissance de l'ennemi, les Oglalas s'allièrent aux Arapaho et aux Cheyennes pour affronter l'armée des États-Unis. Autant que nous sachions, Crazy Horse prit les armes pour la première fois contre les États-Unis durant la guerre du Colorado de 1864. Le conflit débuta après un événement horrible, connu sous le nom de massacre de Sand Creek, où le 3e régiment de cavalerie du Colorado, sous le commandement de John Chivington, attaqua et détruisit un village Cheyenne alors que les guerriers étaient absents, tuant principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Même à l'époque, cet acte horrifia et indigna le public. Mais malgré une enquête et une cour martiale, la seule punition de Chivington fut d'être prié de démissionner. Sans surprise, les Cheyennes cherchèrent à se venger. Ils mirent le cap sur Julesburg, Colorado, une station relais sur l'Overland Trail, près de Fort Rankin. Ils attaquèrent en janvier 1865 et la réduisirent en cendres. Mais Crazy Horse n'était pas encore avec eux. Son père venait d'avoir un autre fils, nommé Rentré en dernier, et pour les Lakota, les enfants passent toujours en premier. Il était donc avec sa bande, profitant de moments en famille. Crazy Horse rejoignit les combats après le solstice d'été, juste à temps pour prendre part à la bataille de Platte Ridge. Tout comme Julesburg, Platte Ridge était une station de diligence plutôt qu'une ville à proprement parler, avec un avant-poste militaire à proximité pour protéger les convois traversant les Grandes Plaines. Les guerriers savaient que l'armée américaine était mieux armée. Ils s'appuyaient donc sur des raids et des embuscades pour affaiblir leur ennemi. Cette fois-ci ne fit pas exception. 2 guerriers firent office de leurre en grimpant sur un poteau télégraphique pour couper les fils. Ensuite, ils s'éloignèrent lentement, donnant l'impression que leurs chevaux étaient boiteux. Les soldats mordirent à l'hameçon et se mirent à les poursuivre, pensant qu'ils seraient des proies faciles. Au lieu de cela, ils tombèrent directement dans une embuscade et furent encerclés par des guerriers Lakota et Cheyennes. Les soldats s'enfuirent vers l'avant-poste, bien que 5 d'entre eux aient été tués en chemin. À peu près au même moment, un convoi de chariots, avec le pire timing du monde, approcha de la station. Les soldats tirèrent leurs canons pour les avertir, mais à part cela, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Il y avait environ 100 soldats dans l'avant-poste, mais les Lakota et les Cheyennes étaient plus d'1 millier. Ils laissèrent donc le convoi se défendre seul, ce qu'il fit près des Red Buttes, au bord de la rivière. 3 chanceux avaient été envoyés en éclaireur et avaient entendu les tirs de canon. Ils purent donc atteindre la sécurité de l'avant-poste. Les autres, cependant, menèrent un combat vaillant, tuant 8 guerriers et en blessant de nombreux autres, mais furent inévitablement massacrés jusqu'au dernier homme. L'année suivante, les Lakota, Cheyennes et Arapaho s'allièrent à nouveau pour combattre l'armée américaine pour le contrôle du bassin de la rivière Powder, dans le Wyoming. Ce conflit fut connu sous le nom de guerre de Red Cloud, du nom du chef Lakota, qui dirigeait les troupes des Grandes Plaines. Comme la guerre précédente, ce conflit consistait principalement en des raids de petite envergure et des attaques surprises, notamment contre les 3 forts de la région, Fort Reno, Fort Phil Kearny et Fort C.F. Smith. Il y eut cependant une exception notable.
Le 21 décembre 1866, les guerriers indigènes infligèrent à l'armée américaine sa pire défaite dans les Grandes Plaines jusqu'à cette date, en menant un détachement de soldats commandé par William Fetterman dans une embuscade et en les tuant tous. Cela se produisit à quelques kilomètres au nord de Fort Phil Kearny. Cette fois-ci, Crazy Horse joua un rôle de premier plan, étant l'un des 10 leurres qui attirèrent les soldats dans le piège. Après des raids répétés sur le fort, les troupes à l'intérieur étaient un peu trop avides de vengeance. Ainsi, lorsqu'elles virent une petite bande de guerriers ennemis, elles jetèrent la prudence au vent et partirent à leur poursuite. Le colonel Fetterman mena la charge, suivi de 80 militaires, certains à pied, d'autres à cheval. Une fois qu'ils eurent franchi la crête de Pennohead et pénétré dans la vallée, ils réalisèrent leur folie. Mais il était trop tard. Ils furent encerclés par un millier de guerriers qui déchaînèrent leurs flèches et ne s'arrêtèrent que lorsque chaque soldat fut mort. 9 mois plus tard, les forces dirigées par Red Cloud et Crazy Horse tentèrent à nouveau leur chance en attaquant un groupe de bûcherons civils protégés par des troupes de l'armée près de Fort Phil Kearny. Cela fut connu sous le nom de « bataille des caisses de chariots », car les soldats américains placèrent leurs caisses de chariots en cercle et les utilisèrent comme abri. Une fois de plus, les guerriers des Grandes Plaines étaient largement supérieurs en nombre aux troupes de l'armée, mais cette fois, il n'y eut pas de massacre unilatéral. Les soldats purent les repousser grâce à une puissance de feu nettement supérieure. Ils étaient armés de fusils Springfield à culasse basculante flambant neufs, capables de tirer 5 à 10 fois plus de cartouches par minute que les anciens fusils à chargement par la bouche. Ce fut un long combat qui dura du matin jusqu'à l'après-midi, et comme dans tout bon western, il se termina à l'arrivée de la cavalerie. Finalement, les soldats de Fort Phil Kearny découvrirent l'attaque et le major Benjamin Smith mena une mission de sauvetage avec 100 hommes et un canon Howard. Les Lakota savaient qu'une fois l'artillerie en action, il était temps de faire le bilan de leurs pertes et de se retirer. On pourrait penser qu'à partir de ce moment, l'armée américaine avait l'avantage dans la guerre, mais la réalité est que le gouvernement voulait que le conflit se termine le plus rapidement possible. La principale raison de leur engagement était de protéger le Bozeman Trail, utilisé par les pionniers et les colons pour traverser le Montana et le Wyoming. Mais après la guerre de sécession, le Bozeman Trail n'était plus d'une si grande importance. Il y avait un nouveau moyen de transport bien meilleur, le chemin de fer. Maintenir une présence militaire dans la région était une entreprise coûteuse et inutile. Ainsi, en 1868, l'armée abandonna les forts, que Red Cloud s'empressa d'incendier. Et sérieusement, qui pourrait le blâmer? Le gouvernement américain et la nation Sioux signèrent alors le traité de Fort Laramie, qui reconnaissait les terres comme appartenant aux Sioux, et ils étaient extrêmement sérieux quant à ne pas rompre le traité cette fois-ci. Pendant quelques années au moins, la paix régna entre les États-Unis et les Sioux. Mais tout n'allait pas bien pour Crazy Horse, car il était confronté à un conflit personnel qui faillit lui coûter la vie. 2 membres de son camp étaient un homme nommé No Water et sa femme Bison Noir, et leur mariage n'était pas heureux. Bison Noir avait le béguin pour Crazy Horse depuis son jeune âge, et son mari lui en voulait pour cela. De plus, No Water était un ivrogne violent qui battait parfois sa femme après avoir trop bu au comptoir du commerçant blanc. Comme son père et son grand-père avant lui, Crazy Horse était un porteur de chemise, c'est-à-dire un chef de communauté responsable de la protection et du bien-être de son peuple, en particulier des plus vulnérables. Il avertit d'abord No Water d'arrêter de blesser Bison Noir, et quand cela ne fonctionna pas, Crazy Horse la convainquit de quitter son mari et de le rejoindre lors d'une chasse au bison. Là, il demanda l'aide de l'un de ses parents, Ours Noir, qui accepta d'accueillir Bison Noir et de l'aider à retrouver son indépendance. Lorsque No Water apprit cela, il réagit comme on pouvait s'y attendre. Il prit son fusil et se dirigea vers la chasse au bison. Une fois sur place, il fonça dans le tipi d'Ours Noir, pointa son pistolet sur le cœur de Crazy Horse et tira. Heureusement pour Crazy Horse,
Son cousin Touch the Cloud était assis près de l'entrée du tipi et eut des réactions rapides. Il attrapa le bras de No Water et dévia son tir. Le mari en colère réussit tout de même à tirer un coup, mais au lieu de frapper Crazy Horse au cœur, la balle l'atteignit au visage, sur la joue gauche. Après cela, No Water réussit à s'échapper du camp et, bien que les proches de Crazy Horse le poursuivirent, ils ne purent le rattraper. Il y avait désormais 2 problèmes à résoudre: soigner Crazy Horse et trouver une solution au conflit entre lui et No Water. Le premier était simple. Un chef nommé Spotted Tail offrit les services de sa nièce, Black Shaw, pour soigner Crazy Horse, car elle avait de l'expérience avec les blessures par balle. Elle resta à ses côtés jour et nuit, le soignant et le nourrissant. Le plus grand problème était que Crazy Horse ne pouvait pas ouvrir la bouche pour manger. Elle le nourrissait donc de soupe à l'aide d'un bâton de sol évidé. Finalement, Crazy Horse se rétablit complètement, bien qu'il lui restât un petit souvenir de sa rencontre quasi fatale, une cicatrice en forme d'étoile sur la joue. Mais résoudre le deuxième problème était plus délicat. Certains des anciens estimaient que Crazy Horse était en tort pour s'être enfui avec la femme d'un autre homme, même si l'intention était de l'aider. Red Cloud lui-même vint au camp pour discuter de la question, et cela n'augurait rien de bon pour Crazy Horse, car il y avait une certaine animosité persistante entre eux. Red Cloud avait peut-être été la figure emblématique de la guerre qui portait son nom, mais il avait perdu beaucoup d'autorité auprès des Lakota. Les jeunes guerriers, en particulier, estimaient que Red Cloud était trop pressé de faire la paix avec le gouvernement américain et montrait plus de respect envers Crazy Horse pour son attitude plus audacieuse. Sans surprise, Red Cloud et les autres anciens se prononcèrent contre Crazy Horse et exigèrent qu'il retire sa chemise, littéralement. Crazy Horse n'était plus un porteur de chemise et dut rendre la chemise cérémonielle qui symbolisait sa position. En échange, No Water dut lui verser une compensation pour lui avoir tiré au visage. Et ce fut la fin de l'affaire. Les choses ne se passèrent pas exactement comme prévu pour Crazy Horse. Mais à toute chose, malheur est bon. Lui et Black Shaw tombèrent amoureux et se marièrent en 1871. Black Shaw donna naissance au seul enfant connu de Crazy Horse, une fille nommée « Elles ont peur d'elle ». S'ensuivit une période de bonheur pour le chef Lakota, qui chérissait sa progéniture à chaque occasion. Mais ce bonheur prit fin brutalement et tragiquement après seulement quelques années, car Elles ont peur d'elle mourut alors qu'elle n'était encore qu'une enfant en bas âge, frappée par une maladie de la toux, très probablement le choléra. Mais Crazy Horse n'eut pas le temps de faire son deuil en paix, car son peuple était désormais confronté à sa plus grande menace à ce jour. Le gouvernement américain avait découvert de l'or dans les collines noires. Tout changea une fois la ruée vers l'or lancée sur le territoire du Dakota. Le gouvernement américain savait à quel point cette terre était précieuse et la voulait à tout prix, traitée de paix ou non. Au début, ils firent un effort peu convaincant pour tenir les colons et les prospecteurs à l'écart des collines noires. Mais l'attrait de l'or était tout simplement trop tentant pour être ignoré et des milliers de personnes risquèrent d'être arrêtées par l'armée ou tuées par les Sioux pour avoir une chance de faire fortune. Puis l'armée déclara qu'elle n'arrêterait plus les prospecteurs. Encouragés par ce développement, ils commencèrent à construire des villes illégales sur les terres Sioux, la plus tristement célèbre étant Deadwood, que nous avons couverte en détail sur notre chaîne sœur, Écho du temps. Et puis finalement, le gouvernement décida de s'emparer des collines noires et donna aux Sioux un ultimatum pour qu'ils rejoignent les réserves. Bien sûr, ils refusèrent, et ainsi commença la Grande Guerre des Sioux en février 1876. Red Cloud et les autres chefs Sioux plus âgés restèrent en retrait. Ils tentèrent de trouver une solution diplomatique avec le gouvernement américain. Et, lorsque cela échoua, ils choisirent de rester dans les réserves, laissant les combats aux jeunes guerriers tels que Sitting Bull, Gall et bien sûr Crazy Horse. La première opération militaire contre les Lakota et les Cheyennes commença en mars, mais Crazy Horse n'y participa pas. Elle ne se déroula certainement pas comme l'armée l'avait espéré, et après une défaite à la bataille de Powder River, le commandement militaire décida de jouer la prudence.
battre en retraite, se regrouper et réessayer. La seconde expédition fut lancée en été et fut bien plus grandiose que la première. 3 armées marchèrent simultanément depuis différents forts, l'une dirigée par le général Alfred Terry, l'autre par le colonel John Gibbon et une troisième par le général George Crook. Le plan était, à juste titre, de converger vers les terrains de chasse Sioux au même moment et de les piéger au milieu. Le timing ne fonctionna cependant pas tout à fait. La colonne dirigée par le général Crook approchait de sa destination par le sud, depuis Fort Fetterman. Une fois arrivé dans une vallée le long du Rosebud Creek, Crook donna l'ordre d'arrêter la marche et de permettre à l'arrière-garde de le rejoindre et aux chevaux de se reposer. Les animaux paissaient et les soldats profitaient paisiblement du soleil matinal lorsqu'une armée Sioux, menée par Crazy Horse, fondit sur eux. Le salut de Crook fut ses alliés amérindiens, les Crocs et les Shoshones, qui craignaient une embuscade et étaient prêts à se battre. Crook en avait quelques centaines dans sa suite, et ils repoussèrent les Sioux suffisamment longtemps pour que le reste de l'armée puisse se regrouper et empêcher que la bataille de Rosebud ne se transforme en bain de sang complet. Finalement, après avoir infligé suffisamment de dégâts, Crazy Horse donna l'ordre de battre en retraite. Ses guerriers avaient tué 28 ennemis et en avaient blessé des dizaines d'autres. Mais surtout, la bataille maintint l'armée de Crook hors d'action pendant des semaines. La bataille tristement célèbre qui cimenta l'héritage de Crazy Horse eut lieu seulement 8 jours plus tard, le 25 juin 1876, près d'une rivière connue sous le nom de Little Bighorn. Le 7e régiment de cavalerie, dirigé par le lieutenant-colonel George Custer, s'était détaché de la force principale du général Terry pour flanquer l'ennemi. Le 24 juin, les éclaireurs de Custer localisèrent l'un des principaux campements Sioux. Initialement, Custer espérait une attaque surprise, mais il n'y avait aucun moyen de garder les mouvements de son armée secrète des Sioux sur leur propre territoire. Lorsqu'il réalisa qu'il avait été découvert, Custer craignit que toute hésitation ne donne à l'ennemi le temps de lancer une contre-attaque ou de se disperser. Ne voulant ni l'un ni l'autre, il décida d'attaquer dès que possible. Puisque la bataille de Little Bighorn est mieux connue sous le nom de « la dernière bataille de Custer », vous pouvez deviner comment cela se passa pour lui. Custer avait environ 700 hommes sous son commandement et les divisa en 4 segments. Un train de ravitaillement, une unité dirigée par le capitaine Frederick Bentin, une autre par le major Marcus Reno, et la plus grande, d'environ 210 soldats, par Custer lui-même. L'unité de Bentin devait marcher vers le sud-ouest, chercher d'autres Sioux dans la région, les attaquer et revenir. Reno devait mener la charge initiale dans le village, soutenu par les troupes de Custer. Du côté Sioux, il ne maintenait pas le même ordre de bataille strict. Nous ne savons donc pas exactement qui fit quoi, mais nous savons que les 3 principaux chefs Lakota étaient présents pour le combat, Sitting Bull, Gall et Crazy Horse, ainsi que de nombreux autres des Sioux, Cheyenne et Arapaho. Reno fut le premier à attaquer, mais les Amérindiens stoppèrent rapidement son assaut, puis continuèrent à le repousser. Finalement, après que ses troupes eurent été dispersées et subi de lourdes pertes, il donna l'ordre de battre en retraite et de traverser la rivière Little Bighorn. Là, il rejoignit le capitaine Bentin. Mais les forces de Custer furent piégées au milieu des combats, sans issue possible. Ce n'est que le lendemain, lorsque le reste de l'expédition, dirigé par les généraux Terry et Gibbon, arriva sur les lieux, qu'ils purent retourner sur le champ de bataille. Ils confirmèrent leurs pires craintes. Les troupes de Custer avaient été tuées jusqu'au dernier homme. Comme nous l'avons dit, nous ne savons pas exactement quel rôle Crazy Horse joua dans la dernière bataille de Custer, bien qu'un témoignage de première main du guerrier Arapaho Waterman décrivit plus tard le chef Lakota comme « l'homme le plus courageux que j'ai jamais vu ». Il chevaucha au plus près des soldats, criant à ses guerriers. Tous les soldats lui tiraient dessus, mais il ne fut jamais touché. Ce fut la plus grande victoire jamais remportée par les Amérindiens contre les États-Unis, mais cela poussa aussi l'armée à intensifier ses efforts. Ils commencèrent à poursuivre les Sioux profondément dans le territoire Lakota,
ne leur permettant pas d'établir de camp à long terme. Cela fut d'une efficacité brutale pendant l'hiver, car les Amérindiens devaient rester en mouvement par des températures glaciales et n'avaient pas le temps de chasser pour se nourrir. Finalement, la menace de la famine ou de l'exposition força de nombreux Amérindiens à accepter la vie en réserve, et Crazy Horse ne fit pas exception. Le 7 mai 1877, lui et plus de 1000 de ses partisans se présentèrent à Fort Robinson, dans le Nebraska, et se rendirent. Ils furent placés à l'agence de Red Cloud, mais le séjour de Crazy Horse fut bref et se termina tragiquement. Quelque chose se produisit 4 mois plus tard, et nous ne savons pas vraiment quoi. Certains affirment que Crazy Horse quitta la réserve sans autorisation. D'autres qui continua d'encourager les autres à la révolte. Et certains disent que ce fut une simple erreur de communication, causée par une mauvaise traduction. Le 5 septembre 1877, Crazy Horse fut amené ici de Spotted Tail. Ce jour-là, le prisonnier fut mortellement blessé en tentant de s'échapper vers le crépuscule et mourut vers minuit. Son père et Touch the Cloud étaient avec lui jusqu'à sa mort. Après qu'il eut cessé de respirer, Touch the Cloud plaça sa main sur la poitrine de Crazy Horse et dit « Wassa, c'est bien. Il a cherché la mort et elle est venue. »